Invité à cette réunion foule déjà le sol congolais. À l'enseignement supérieur, près de 250 enseignants sont en formation sur les technologies de l'information et de la communication. La deuxième phase des ateliers de formation soutenus par l'UNESCO a été lancée par le ministre Bruno Jean-Richard Itoa. Enfin, en santé, la gestion des eaux usées pose problème à Brazzaville. Le sujet a fait l'objet d'une enquête. Alain Trésor affirme que les responsabilités sont partagées entre les autorités municipales et les populations. Bonsoir, mesdames et messieurs. Joseph Kabila Kabange a effectué une visite de travail à Brazzaville. Les questions d'un terrain commun étaient au centre de sa rencontre avec son homologue congolais Denis Sassou Nguesso. Célestin Okano Yirika nous fait le point de cette rencontre. Dans le cadre du renforcement des relations d'amitié et de coopération qui unissent la République du Congo et la République démocratique du Congo, le président Joseph Kabila Kabange a fait la traversée du pôle Malibo à la rencontre de son homologue Denis Sassou Nguesso. C'est à 11 h que Joseph Kabila est accueilli par Denis Sassou Nguesso au beach de Brazzaville. Dès son arrivée, le président RD congolais est salué par les Kinois vivant à Brazzaville. À Brazzaville, Joseph Kabila a pris ses quartiers dans un hôtel de la place au bord du fleuve Congo. À cette occasion, les deux personnalités ont dû certainement se rappeler l'historique projet route-rail sur le fleuve Congo qu'ils comptent matérialiser grâce au concours de la Banque africaine de développement. Changement de décor, Palais du Peuple, 12 h 40. Le président Joseph Kabila est reçu par le président Denis Sassou Nguesso pour 1 h 40 d'entretien en tête-à-tête, au cours desquels les deux chefs d'État ont procédé à un large échange de vues sur des questions d'ordre bilatéral, régional et international. Denis Sassou Nguesso et Joseph Kabila se sont réjouis de l'excellence des relations qu'entretiennent les deux gouvernements et leur peuple. Les deux chefs d'État ont aussi réaffirmé leur volonté de donner une nouvelle impulsion à la coopération entre la République du Congo et la République démocratique du Congo. Au terme de sa visite de travail de quelques heures à Brazzaville, le président Joseph Kabila a remercié le président Denis Sassou Nguesso, le gouvernement et le peuple congolais pour l'hospitalité légendaire qui les caractérise. C'est à 17 h que Joseph Kabila a repris son bateau pour regagner Kinshasa. Restons à la présidence de la République pour dire que le président du Parlement libyen est favorable à un conseil présidentiel qui se chargera de mettre en place un gouvernement en Libye. C'est le point de vue qu'il a réitéré au président Denis Sassou Nguesso qu'il a reçu hier, Jocelyn Patrick Gombe. Le président du Parlement libyen est à Brazzaville pour participer à la réunion au sommet sur la Libye sous les auspices du comité de haut niveau de l'Union africaine que préside Denis Sassou Nguesso, le président de la République du Congo. Aguila Sallah, puisque c'est de lui qu'il s'agit, a été reçu par Denis Sassou Nguesso. Les deux hommes ont échangé sur l'évolution de la situation en Libye et ils ont espoir que la réunion de Brazzaville permettra de rapprocher les vues des protagonistes libyens en vue d'une solution négociée à la crise dans ce pays de l'Afrique du Nord. Aguila Sallah a saisi l'opportunité de sa rencontre avec Denis Sassou Nguesso pour réitérer le point de vue du Parlement libyen. Les points de vue qui a été donné par le Parlement libyen pour trouver une solution et modifier l'accord politique, qu'il soit le conseil présidentiel d'un président et deux députés. Et chaque région des trois régions libyennes choisit qui va être représentant dans le conseil présidentiel. Et le conseil présidentiel, ils vont modifier. Il va constituer un gouvernement
Après, ils vont l'envoyer pour que les parlementaires confirment leur confidence et obtient la confidentialité du Parlement. La solution à la crise en Libye dépend d'abord des Libyens eux-mêmes. À eux de le comprendre. Parlons toujours de la Libye. Une délégation du Haut Conseil d'État libyen conduite par son président Abdourahmane Seweli est arrivée ce vendredi à Brazzaville. Elle va prendre part demain à la 4e réunion du comité de haut niveau de l'Union africaine sur la Libye. Reportage Ange Clotaire. C'est en fin de matinée de ce vendredi que la délégation du Haut Conseil d'État libyen, conduite par son président Abdourahmane Seweli, a foulé le sol congolais via l'aéroport international Maya Maya. Elle a été accueillie par le ministre d'État, directeur du cabinet du chef de l'État Florent Tiba, le ministre des Affaires étrangères, de la coopération et des Congolais de l'étranger Jean-Claude Gakosso et le secrétaire général de la présidence de la République Jean-Baptiste Ondaï. Après quelques échanges de civilité dans les installations aéroportuaires, cette délégation a pris ses quartiers dans l'un des hôtels de la place. Pour votre gouverne, le Haut Conseil d'État est mis en place conformément à l'accord signé le 17 décembre 2015 dans le but de résoudre la deuxième guerre civile libyenne. En février 2016 se tient à Tripoli une réunion de 40 membres du Congrès général national favorable à la création de cette chambre parlementaire. Un mois après, ce conseil tient sa séance inaugurale au cours de laquelle Abdourahmane Seweli est élu président. Le 21 septembre 2016, le Haut Conseil d'État s'octroie le pouvoir législatif. La voix de cette instance, sans être violente, demeure toutefois prépondérante dans la résolution de la crise libyenne. Toujours ce vendredi, d'autres arrivées sont signalées comme celles des chefs d'État sud-africains et nigériens. Jacob Zuma et Mahamadou Issoufou viennent apporter leur appui à l'initiative africaine que pilote le chef de l'État congolais, Denis Sassou Nguesso. À Brazzaville, depuis quelques jours, la délégation libyenne conduite par le président du Parlement libyen, Aguila Salah Issa, s'était entretenue avec le président de l'Assemblée nationale, Isidore Mvouba. Cette délégation qui participe à la rencontre sur la Libye ici à Brazzaville salue l'engagement du chef de l'État congolais dans la résolution du conflit libyen. Cyril Safou Bati, reportage. Fumée blanche entre l'Assemblée nationale du Congo et le Parlement libyen. La preuve, le jeudi 7 septembre, le président de la Chambre basse du Parlement congolais, Isidore Mvouba, a conféré avec le président de la Chambre des représentants de la Libye, Aguila Salah Issa. Les deux personnalités se préoccupent de la stabilité et de la paix en Libye. D'ailleurs, le Congo est en pointe sur la question et le président de la République du Congo, Denis Sassou Nguesso, est le président du comité de haut niveau de l'Union africaine sur la Libye. Les efforts du chef de l'État congolais dans la recherche d'une solution durable en Libye délectent l'hôte du président de l'Assemblée nationale, Isidore Mvouba. J'ai visité le Congo une fois et j'ai expliqué qu'est-ce qui se passe en Libye. Et j'ai trouvé qu'il était compréhensif de l'affaire libyenne. Il a promis de faire tous les efforts pour trouver une solution à la Libye. Et il était dans sa promesse. C'est lui qui l'a invité, le président du Parlement, pour trouver une solution qui soit compatible à tous les Libyens. Et nous remercions le monsieur président et le président africain de ne pas laisser la Libye de l'intervention étrangère. Le président du Parlement libyen est la deuxième personnalité étrangère à être reçu par le président de l'Assemblée nationale, Isidore Mvouba, signe de la vitalité de la diplomatie parlementaire. Le Conseil des députés de la Libye compte 200 membres. Il est installé à Tobrouk.
Poursuivant son programme, cette délégation libyenne s'est rendue aussi chez le ministre des Affaires étrangères, Jean-Claude Gakosso, à quelques heures de la tenue de la réunion sur la crise libyenne. Il était question pour les deux parties de réfléchir sur le point à l'ordre du jour. Magali Ambois. Le président de l'Assemblée nationale de la Libye, Aguila Saleh, chez le ministre des Affaires étrangères, de la coopération et des Congolais de l'étranger, Jean-Claude Gakosso. Au centre de leur entretien, le sommet sur la situation politique et sécuritaire qui traverse la Libye, qui se tiendra à Brazzaville le samedi prochain. Cette réunion qui va se tenir sous l'égide du comité de haut niveau de l'Union africaine sur la Libye, que préside le président Denis Sassou Nguesso, va réunir autour d'une même table les protagonistes de la crise libyenne afin de chercher une issue à cette crise qui dure depuis des années. Dans ce même cadre, le maréchal Khalifa Haftar, chef de l'armée libyenne, participera à cette réunion du comité de haut niveau de l'Union africaine qui se tiendra demain ici à Brazzaville. Vous le savez, son émissaire, le docteur Fadel Adeb, a été reçu hier en audience par le ministre d'État, directeur de cabinet du président de la République, Florent Tiba. Allez, bienvenue au Barguet Reportage. Conseiller politique du maréchal Khalifa Haftar, le docteur Fadel Adib, qui a conféré ce jeudi avec le ministre d'État, directeur du cabinet du président de la République, Florent Tiba, est à Brazzaville dans le cadre de la 4e réunion du comité de haut niveau de l'Union africaine sur la Libye, prévue pour le samedi 9 septembre prochain. Le docteur Fadel Adib est venu transmettre le message écrit du maréchal Haftar au président Denis Sassou Nguesso. La teneur de ce message n'a pas été révélée, mais tout laisse croire que celui-ci a trait aux propositions du maréchal Haftar dans la recherche de solutions de sortie de crise en Libye et l'annonce de sa participation à cette réunion. Les points de vue convergent vers une solution politique pour une transition apaisée, au terme de laquelle seront organisées des élections générales en Libye, notant que le général Haftar, personnage clé dans la crise libyenne, est attendu dans les prochaines heures à Brazzaville, la capitale congolaise. Autre chose à présent, une communication à l'endroit des terriens, celle du ministre Pierre Mabiala qui leur a fait savoir la date butoir de remise au département des affaires foncières et du domaine public chargé des relations avec le Parlement du fichier général de l'ensemble des propriétaires fonciers du Congo. Ceci en vue d'une meilleure gestion de ce domaine. Nevi Christelle Mundelingolo signe ce reportage. Dans son adresse aux propriétaires fonciers, Pierre Mabiala, qui revient à la tête du ministère des Affaires foncières et du domaine public, avec en plus la charge des relations avec le Parlement, a dévoilé ses principales ambitions, à savoir mettre un terme à l'occupation anarchique des terres et maîtriser la gestion foncière au Congo. Pour y arriver, il a plusieurs cordes à son arc. Je tiens à ce que le fichier des propriétaires terriens du Congo soit clairement connu. Nom, prénom, situation des terres, superficie. Nous sommes le 7 septembre. Le 7 octobre 2017, nous devons avoir ce fichier. Il nous faut maîtriser la gestion du foncier, c'est obligatoire. Faire que l'aménagement des terrains précède l'occupation. À l'approche de la saison des pluies, Pierre Mabiala a rappelé aux terriens la responsabilité qui est la leur dans l'apparition des érosions. Vous vendez des terres qui sont interdites de commercialisation. Du fait de l'occupation anarchique provoquée par vous, il y a érosion, il y a inondation, il y a glissement de terre, il y a coulée de boue. Et ce qui provoque la catastrophe. Destruction des biens, mort d'hommes. Et les populations se retournent vers l'État. Et à ce moment-là, on ne vous voit plus. Le foncier doit participer à la diversification de l'économie nationale. Lorsque l'économie d'un pays est à la déprime, mais le refuge demeure le foncier. Le foncier est toujours l'élément pourvoyeur, l'élément déclencheur du système économique. Pour terminer, le ministre Pierre Mabiala leur a fixé rendez-vous sur le terrain.
Quant à elle, la ministre de la Promotion de la Femme et de l'Intégration de la Femme au Développement, Inès Berti-Neferingani, a tenu un point de presse hier ici à Brazzaville. Le but, faire le point sur la participation des femmes aux élections législatives et locales. Jean-Michel Mapuka et Hiroshi Mbani. Au cours de ce point de presse, Inès Berti-Neferingani, ministre de la Promotion de la Femme et de l'Intégration de la Femme au Développement, a affirmé que la participation des femmes à la vie publique et politique de notre pays a beaucoup progressé. Le pourcentage de la représentativité des femmes dans les candidatures des partis politiques aux élections est passé respectivement de 15% en 2007, 30% en 2014 à la candidature, bien entendu, et 30% au moins à la candidature en 2016. Malgré cette progression, quelques faiblesses ont été relevées. Cependant, la représentativité équilibrée hommes-femmes dans les sphères de décision est loin d'être acquise. On observe un respect encore timide des dispositions de la loi électorale dans la présentation des listes des candidats aux législatives, sénatoriales et locales. Par ailleurs, la ministre exhorte les femmes à faire preuve de courage et d'engagement pour atteindre cet objectif. Pour les femmes, il faut savoir que la réussite est au bout de l'effort, du courage et parfois même de l'audace. Aussi, je me permets de féliciter et de remercier toutes celles qui ont eu le courage de se présenter aux différentes élections, ainsi que celles qui ont participé au processus en exprimant leur suffrage, grâce auquel il y a eu des femmes élues. Cette mise au point laisse entrevoir que notre pays chemine sur la bonne voie. En santé, le projet SMS Rappel Vaccin vient d'être lancé par la ministre de la Santé et de la Population, Jacqueline Lydia Mikolo. Ce projet rappelle les rendez-vous de vaccination aux mères. Un peu innovant, ce projet augmente ainsi la couverture vaccinale et sauve les milliers d'enfants. Rachel Boula, reportage. Après la phase expérimentale qui a duré 2 mois, le projet SMS Rappel Vaccin vient d'être lancé officiellement par le ministre de la Santé, Jacqueline Lydia Mikolo. Grâce à ce projet, les parents prendront connaissance du rappel vaccinal de leurs enfants à travers leur téléphone. Un projet qui a été rendu possible grâce au partenariat ministère de la Santé, UNICEF et les téléphonies mobiles RTL, MTN, Azur. C'est donc à partir de cette mise en expérimentation que nous avons obtenu les résultats que vous avez ici, à savoir l'enregistrement des premiers enfants par ce système. Sur les 34 000 enfants attendus à Brazzaville, on en a enregistré 10 053 avec la répartition que nous avons ici au niveau de Brazzaville. Talangaï que nous avons choisi a battu le record avec 2 968 des 10 053. Talangaï est suivi par Filou qui a atteint 2205 enfants et plus loin arrive Djiri avec 1265 enfants, les autres étant sous la barre de 1000. Le ministre de la Santé et la délégation qui l'accompagne ont visité ensuite le site de l'ancien centre de santé adventiste détruit pendant les événements du 4 mars et dont les travaux de réhabilitation vont débuter bientôt. Parlons éducation pour dire que le 8 septembre de chaque année, l'humanité célèbre la journée internationale de l'alphabétisation. Cette année, qui marque la 51e célébration, est placée sous le thème alphabétisation, une étape incontournable sur le chemin de l'éducation pour tous tout au long de la vie. Le ministre de tutelle Anatole Koliné Makosso a salué les efforts enregistrés par son pays dans ce processus de l'alphabétisation. Christian Gabialo, commentaire. Les centres de rescolarisation et d'alphabétisation implantés dans tous les départements du pays enregistrent chaque année des résultats probants. Au CEP, à la session de juin 2017, à titre d'illustration, 86,65% d'admis dans les centres d'alphabétisation et de rescolarisation. Au BPC, toujours à la session de juin 2017, 50,15% d'admis dans les centres de post-alphabétisation.
Il s'agit là des résultats on ne peut plus encourageants qui devraient nous motiver à fournir davantage d'efforts pour vaincre l'analphabétisme. Il ne s'agit pas simplement de savoir lire et écrire. Le projet d'alphabétisation lancé depuis 1965 intègre aussi le facteur d'autonomisation. L'alphabétisation doit pour ainsi dire autonomiser les individus, les familles et les communautés à améliorer leur qualité de vie. C'est à ce point que l'alphabétisation va contribuer à l'élimination de la pauvreté. Et dans le cadre de la stratégie sectorielle de l'éducation, plusieurs actions sont mises en œuvre. Les actions de rescolarisation et d'alphabétisation au profit des filles mères dans tous les départements de notre pays, l'insertion des écoles Aura dans la carte scolaire nationale. La contribution du gouvernement japonais à travers le projet autonomisation des jeunes et adolescents hors de l'école en 2016-2017 qui a débouché sur le renforcement des capacités de plus de 600 jeunes et adolescents dans les métiers porteurs d'emploi. Il n'est jamais trop tard pour apprendre. Le ministre Anatole Koliné-Makosso encourage les adultes et les décrochés scolaires à fréquenter massivement les centres d'alphabétisation qui ouvriront les portes dès ce 2 octobre. Dans le but d'améliorer la qualité de l'enseignement au Congo, vient d'être lancée la deuxième phase des ateliers de formation de 250 enseignants sur les technologies de l'information et de la communication. Cette formation qui intègre notamment la composante communication pour l'éducation a été lancée hier par le ministre de l'Enseignement supérieur Bruno Jean-Richard Itoa avec le soutien de l'UNESCO, Merveille Isombo et Moïse Tenzi. Organisés simultanément à Brazzaville, Pointe-Noire, Dolisie, Ouesso, Ouando et Infondo. Ils sont au total 250 enseignants du primaire et du secondaire à suivre cette formation dans le domaine de la technologie de l'information, de la communication et de la technologie de l'information, de la communication pour l'éducation qui vise l'amélioration de la qualité de l'enseignement au Congo. Dans son allocution, la représentante de l'UNESCO au Congo a réitéré l'engagement de cette institution. Comme vous le savez, cette plateforme est aussi le résultat de ce projet financé par le gouvernement de la Chine que je voudrais une fois de plus remercier pour le soutien et le dynamisme de la coopération avec l'Afrique, comme il a été démontré lors du récent forum de haut niveau sur l'enseignement supérieur tenu à l'UNESCO le 6 septembre et organisé par le département Afrique. Pour le compte du gouvernement congolais, le ministre de l'Enseignement supérieur, en sa qualité de président de la Commission nationale de l'UNESCO, Bruno Jean-Richard Itoa, s'est exprimé en ces termes. La formation des formateurs est un problème qui touche particulièrement au cœur du projet de société de son Excellence Monsieur le Président de la République, la marche vers le développement. Et le ministère dont j'ai la charge, le ministère de l'Enseignement supérieur, a la lourde responsabilité de former non seulement ses propres enseignants, mais également de former les enseignants des collèges d'enseignement général et technique, des lycées. Cet atelier organisé par l'UNESCO en collaboration avec la République populaire de Chine a pour objectif d'atteindre 2000 formateurs dans ces domaines. On le sait, le Congo traverse une période économiquement difficile. Ainsi, pour la relance de son économie, il a éventuellement besoin du soutien du FMI. Bien avant les négociations avec cette institution financière, les Congolais se sont exprimés sur ce qu'ils attendent de ces échanges avec le FMI. Johannes Makwala. Avec une croissance instable depuis 2015, le Congo pâtit de l'effondrement des cours du pétrole, dont son économie dépend à 60%, un budget 2017 en forte réduction de près de 30% et une dette qui oscille autour de 77% du PIB. C'est donc une situation économique morose qui va engager courant ce mois de septembre les négociations entre le Congo et le FMI. Dans cette tractation, l'institution de Bretton Woods devrait en toute éventualité proposer toute une série de mesures d'ajustement
gouvernement pour la République du Congo en échange bien évidemment de son appui. À cet effet, les avis sont partagés. Vraiment, on a peur quand même. Nous, le fait que ça se passe très bien, que le Congo au moins retrouve sa stabilité qu'on avait avant. On n'a pas à craindre des plans d'ajustement structurel. Si le FMI vient en concertation avec nous, ce n'est pas toujours mauvais. C'est que nous avons un petit problème ou nous avons des problèmes qu'il faut résoudre et avec son aide. Oh ben, il n'y a pas de choix. Je crois que nous sommes dans une situation où nous ne choisissons pas. C'est eux qui viennent nous imposer un programme. C'est à prendre ou à laisser. Hein, on a le souvenir de ce qui s'est passé à l'époque de Lissouba, où il a été contraint de sortir les gens de la fonction publique. C'est le président de la République actuelle qui les a ramenés à la fonction publique. Il va y avoir certaines de mesures drastiques. Alors, face à cette situation, quelle option faut-il choisir? Logiquement, toutes les spéculations sont parfois possibles en cette période, mais nous pensons que ce n'est pas le moment de faire des accusations, c'est de faire un constat et de trouver le remède. Et après cela, les Congolais doivent discuter dans l'avenir pour voir quelle est notre politique nationale en matière d'endettement. Et aussi dire au passage que tous les pays du monde, y compris les États-Unis, y compris le Canada, ne se sont développés qu'à partir de l'endettement. Il n'y a pas longtemps, pas plus longtemps qu'il y a 5 ans, ou 3 ans, le ministre Ndongo disait qu'il y avait trop d'argent. Ça débordait de partout. Bon, il déborde de partout, on ne le voit pas déborder en ce moment. Il y a plutôt une pénurie. Si le Congo a connu jusqu'à une certaine époque une embellie financière due au pétrodollar en trop, par ailleurs, la situation actuelle impose un nouveau rythme de vie, notamment la réduction stricto sensu du train de vie de l'État et la fin des exonérations fiscales dont jouissent plusieurs personnalités politiques. Je l'ai évoqué dans les titres, la gestion des eaux usées demeure un réel problème de santé publique pour les Brazzavillois qui se plaignent de l'environnement insalubre dans lequel ils vivent, faisant son constat sur le terrain. Alain Trésor, notre reporter, fustige l'incivisme des populations et l'irresponsabilité des autorités municipales. Suivez. À Brazzaville, en pleine saison sèche, ces eaux usées, malodorantes et nauséabondes prennent leur source dans les douches, latrines ou déversées sur la voie publique par des citoyens au mépris des règles d'hygiène et de salubrité publique. Source de disputes et de conflits dans des quartiers, des cohabitants soucieux de l'assainissement de leurs ruelles polluées par les eaux en appellent au pouvoir public pour prendre à bas le corps cette épineuse question de salubrité en vue de leur garantir un environnement sain. Voyez, les eaux sortent des douches dans certaines parcelles. Il n'y a pas de puisard. Je suis du quartier. Nouveau maire, voilà, que le nouveau maire pense à l'assainissement pour notre santé. Voyez-vous, l'insalubrité apporte des moustiques et des maladies. Nous voulons qu'on puisse construire des dallettes, faire des caniveaux afin de faciliter l'évacuation des eaux. D'autres citoyens nous ont confié hors caméra pensent que le nouveau conseil départemental et municipal mis en place le 24 août dernier devra organiser des campagnes régulières de désinfection des foyers de moustiques dans les caniveaux, mener des opérations d'assainissement de la rivière Madougou-Tsekele, au besoin instituer une police municipale qui aura pour mission de surveiller, d'interpeller et d'infliger des amendes en cas de refus d'obtempérer, conformément à la délibération numéro 06/91 fixant les taux du barème de règlement des infractions relatives au ruissellement des eaux usées sur la voie publique pour faire changer les mentalités des Brazzavillois afin qu'ils redécouvrent les vertus du civisme et de la moralité. Pour la gouverne des citoyens de la ville capitale, ces mares d'eau usées sont un vivier favorable au processus de développement et de multiplication des microbes, de mouches, de moustiques et autres rongeurs vecteurs de maladies comme le paludisme, le choléra, la fièvre typhoïde, la fièvre jaune, qui constituent une réelle menace pour la santé publique. En sport, avant de boucler ce journal, le moral très haut, voilà ce qu'on peut dire de la délégation des Diables Rouges cyclisme qui se sont envolés hier pour Abidjan, Côte d'Ivoire, où ils vont participer au 24e tour cycliste de ce pays. Le coup d'envoi sera donné ce week-end à Kourougo, au nord de la Côte d'Ivoire. Alain Pasteur.
Après une longue plongée sous l'onde d'un amorphisme pluridécennal, la petite reine congolaise émet des signaux positifs d'une vraie remontée à la surface sous l'impulsion d'un président dynamique et ambitieux, Armel Juvel Lengou. Après 2 participations remarquables autour du Bénin et de la République démocratique du Congo courant cette année, le vélo congolais s'élance à nouveau à la conquête d'un autre tour tout aussi prestigieux que les 2 premiers, celui de Côte d'Ivoire, dont le départ sera donné ce week-end à Korogo. Une occasion tout indiquée pour les 4 grimpeurs congolais de se mesurer à la crème africaine du vélo. L'objectif est bien clair, rassure le président de la FECOSI, talonner l'élite continentale pour se frayer le meilleur classement possible. Les athlètes congolais en sont conscients. Pour Abidjan, on s'est pris à temps. Vous avez vu dans quelles conditions nous sommes quand même arrivés ici à Brazzaville pour les préparatifs. Et on a pratiquement fait un stage à l'intérieur, à Dolzi. Et on a essayé de valer un peu le niveau de notre équipe. Je crois que là, pour Abidjan, je crois que le Congo sera à sa place. On a fait le Bénin. Le Bénin, on l'a fait, c'est vrai. On est rentré, on est reparti en RDC. Et là, nous allons sortir pour la 3e fois. C'est-à-dire qu'il faut viser les 3 places du podium. Il faudrait que le Congo se place sur les 3 places. Si on n'est pas premier, 2e ou 3e, au moins une place honorifique pour notre pays, le Congo. Après une préparation concluante dans des conditions optimales, la délégation congolaise rassure. En sport, lorsque les cantons ne sont pas réunis, on ne peut pas avoir de résultats. Mais le président il a vraiment mis le paquet. Et nous aussi de notre côté, nous avons bâti des stratégies, nous avons travaillé. Et les athlètes aussi ont senti que nous partons pour représenter le pays et pour cela nous devons quand même être concentrés et être conscients dans ce que nous sommes en train de faire. Et je peux vous rassurer que les athlètes sont vraiment au point. Avec l'aide de quelques sponsors, Armel Juvel Lengou, un homme de défi, entend remettre le vélo congolais sur selle. Ce tour de Côte d'Ivoire s'annonce comme un vrai déclic. Voilà qui met un terme à cette édition. Merci pour l'attention.